La réussite était très, très importante pour moi parce que je suis née d'une famille pauvre. Une famille tellement pauvre que j'ai vu des gens dans mon village mourir parce qu'ils ne pouvaient pas se payer les médicaments pour soigner le paludisme. Toutes mes 12 années d'études universitaires, je ne pouvais pas gagner un salaire de $1 million. Je me lance en affaires et en moins de 5 ans, j'ai fait $12 millions de chiffre d'affaires. Je me suis dit, waouh, je ne peux pas m'arrêter là. Alors, je me suis fixé d'autres objectifs. Ce n'était plus juste d'être milliardaire en francs CFA. Mon objectif maintenant, c'est d'être milliardaire en dollars. Quand on n'a pas de problème d'argent, quand on a des millions en banque, on ne se casse pas la tête, on achète ce qu'on a envie d'acheter. Puis c'est à la fin du mois, au mieux qu'on regarde sa carte de crédit, puis on voit ses dépenses, puis on se dit, oh là là, j'ai peut-être dépensé beaucoup ce mois. Mais le fait de ne pas se soucier de l'argent, c'est un gros plus. Ça libère la place dans la tête pour penser à des choses plus sérieuses. Pourquoi c'est important pour toi, Iseline, de gagner autant d'argent? C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Philippe, je dois te raconter que moi, quand je suis partie de l'Afrique, j'ai d'abord étudié j'ai d'abord fait ce qu'on appelle un BTS en informatique de gestion au Bénin. Après ça, je suis allée faire un diplôme d'ingénieur informatique à Cheikh Anta Diop au Sénégal. Et mon but, c'est que je voulais réussir. La réussite était très, très importante pour moi parce que je suis née d'une famille pauvre. Une famille tellement pauvre que j'ai vu des gens dans mon village mourir parce qu'ils ne pouvaient pas se payer les médicaments pour soigner le paludisme. J'ai vu des gens mourir parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger à leur faim, parce qu'ils sont anémiés. Donc, ma volonté de réussir n'a rien à voir avec l'argent. C'est une rage. J'ai une rage de réussir, une rage contre la pauvreté. Je dis toujours, moi, mon but, ce n'est pas d'être riche. C'est je me bats pour ne pas être pauvre. Je me bats pour que mes proches ne soient plus pauvres. Je me bats pour que les gens comprennent que la pauvreté, on peut mettre fin à ça. Donc, ma motivation n'est pas d'abord financière. Après, je me suis donné des objectifs quand même assez grands. Lorsque je partais de l'Afrique pour le Canada, je voulais déjà être milliardaire en francs CFA. Et quand je suis arrivée au Canada, ça m'a pris près de 15 ans pour me chercher, aller chercher des diplômes, comment m'en sortir. Et je ne m'en sortais pas tant que ça. J'avais un bon salaire, je payais mes dépenses, mais il ne restait pas grand-chose à la fin du mois pour investir. Et c'est quand j'ai démarré ma première entreprise que j'ai pu faire un chiffre d'affaires de plus de $1 million. Et je me suis dit, waouh, avec toutes mes 12 années d'études universitaires, je ne pouvais pas gagner un salaire de $1 million. Je me lance en affaires et en moins de 5 ans, j'ai fait $12 millions de chiffre d'affaires. Je me suis dit, waouh, je ne peux pas m'arrêter là. Alors, je me suis fixé d'autres objectifs. Ce n'était plus juste d'être milliardaire en francs CFA. Mon objectif maintenant, c'est d'être milliardaire en dollars. Donc, du coup, j'ai mis la barre plus haute. Et ce n'est pas parce que j'ai besoin de cet argent. Non, je n'ai pas besoin de cet argent. Je suis une personne qui épargne énormément. Je ne suis pas dépensière. Mais j'ai besoin d'atteindre cet objectif pour me prouver que je suis capable. Pour me prouver que l'objectif que je m'étais donné en partant de l'Afrique, je l'ai atteint. Donc, moi, c'est ça ma motivation. Tu es forcément en couple. Oui. En plus, tu es une femme. Tu es noire. Ça fait beaucoup de barrières, on pourrait se dire. Les barrières, quand on est entrepreneur, il y en a tous les jours. C'est d'apprendre à être résilient, de se battre. Moi, je me suis beaucoup battue et je continue de me battre. Quand on est entrepreneur avec beaucoup d'entreprises, moi, j'ai beaucoup d'employés. J'ai eu au fil des années plus de 3000 employés qui ont travaillé dans mes entreprises. Présentement, j'ai revendu certaines entreprises et j'en ai moins. Donc, j'ai à peu près 125 employés qui travaillent tous les jours pour moi. J'ai 6 gestionnaires qui gèrent mes entreprises. Mais ça prend de la discipline pour gérer tout ce beau monde-là parce que les appels, les messages sur le téléphone, c'est en tout temps. Donc, il faut être discipliné. Moi, je gère mon temps de façon très, très, très rigoureuse et j'évite les pertes de temps. Donc, je suis maman, oui, mais je suis maman tôt le matin, j'apprête mes enfants pour l'école, je m'occupe de mes entreprises, de mes affaires quand ils sont partis. Le soir, à partir de 4 heures, je vais les récupérer de l'école, je m'occupe d'eux. Et quand je les mets au lit vers 20 heures, je retourne à mon travail administratif pour mes entreprises. Donc, j'ai quand même une discipline de travail qui me permet justement de mener tout d'une main de maître, mais ce n'est pas facile. Ça prend aussi des sacrifices. Moi, je me suis beaucoup sacrifiée, moi, pour atteindre ces objectifs-là. Les gens qui arrivent au Canada, on a parlé un tout petit peu du problème de connaissance tout à l'heure, mais c'est quoi les erreurs communes que tu les vois faire quand même? Parce que j'imagine que quand tu les vois débarquer et commencer à vivre, tu te dis, ah, ça c'est dommage, ça c'est dommage. C'est quoi les erreurs qu'ils font et qui leur coûtent un peu leur projet d'enrichissement? Premièrement, moi, je voudrais dire aux gens qui veulent venir au Canada,
Allez chercher des avantages qui vous différencient. Une chose qui a fonctionné pour moi quand je suis arrivée au Canada, c'est le fait que j'ai étudié 1 année au Ghana. J'ai étudié en littérature anglaise au Ghana et j'étais parfaitement bilingue avant d'arriver au Canada. Donc, du coup, lorsque je suis arrivée, les opportunités de travail bilingue, je les saisissais rapidement parce que beaucoup d'immigrants francophones ne parlaient pas l'anglais. Donc, ça me conférait un avantage décisif. Donc, c'est ainsi que j'ai eu, par exemple, mon poste à l'université très rapidement parce que je suis bilingue. Et plusieurs ne le sont pas. Ça m'a donné un gros avantage. Moi, ce serait une recommandation pour moi si vous voulez venir en Amérique du Nord, sacrifier 8 mois, 1 année, aller étudier l'anglais dans un pays comme le Nigeria ou le Ghana, par exemple. Ça va vous propulser en avant. La deuxième chose que j'ai remarqué, les gens restent dans les communautés ethnoculturelles. Ah, oui. Au lieu de sortir des communautés pour aller créer leur propre réseau pour s'intégrer, les gens restent dans leur communauté. Je vois souvent, par exemple, les Camerounais faire des fêtes il y a des réunions juste pour les Bamileke et ainsi de suite. Je vois souvent les Gabonais faire leurs fêtes à part. Mais souvent, c'est des gens qui sont réunis, qui ont les mêmes problèmes. Donc, au lieu de sortir de leur communauté pour aller rencontrer d'autres personnes qui peuvent les aider à bâtir un réseau pour s'intégrer, les gens sont beaucoup dans les fêtes communautaires. Moi, je n'ai pas fait ça. D'ailleurs, je ne pouvais pas me le permettre. Quand je suis arrivée, mon père m'avait donné juste à peine de quoi payer 1 année scolaire. Donc, il fallait vraiment que je me batte pour payer les autres années scolaires. Je n'avais pas le temps pour aller dans les fêtes communautaires. Je travaillais les soirs, les week-ends, les midis pour y arriver. Donc, moi, ce serait ma recommandation aux gens. Sortez des communautés. Vous n'êtes pas venus au Canada pour rester en communauté avec vos communautés des pays d'origine. Sortez de vos communautés, rencontrez d'autres mondes, impliquez-vous et surtout faites du bénévolat. Moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Ça m'a permis d'avoir des recommandations pour des emplois. Lorsqu'on va faire du bénévolat et qu'on donne son 100% ou même son 110%, les gens ne nous payent pas, mais ils vont nous recommander à des postes beaucoup plus hauts. Alors, tu as dit que tu ne le faisais pas pour de l'argent, mais quand même, qu'est-ce que ça fait d'être multimillionnaire? On n'a pas de souci d'argent et ça aide énormément. Il fut un temps où, quand j'allais à l'épicerie, j'avais mon premier enfant à l'époque qui était bébé, qui aimait beaucoup, beaucoup manger du fromage. Et quand je faisais l'épicerie, je devais réfléchir à 2 fois avant de lui acheter le fromage. Je devais m'assurer que l'argent dans mon compte bancaire était assez pour couvrir mon panier d'épicerie. Mais quand on n'a pas de problème d'argent, quand on a des millions en banque, on ne se casse pas la tête, on achète ce qu'on a envie d'acheter. Puis c'est à la fin du mois, au mieux qu'on regarde sa carte de crédit, puis on voit ses dépenses, puis on se dit, oh là là, j'ai peut-être dépensé beaucoup ce mois. Mais le fait de ne pas se soucier de l'argent, c'est un gros plus. Ça libère la place dans la tête pour penser à des choses plus sérieuses. Le fait de pouvoir se permettre ce qu'on veut sans y soucier. Moi, je donne un exemple. Par exemple, mon papa est à la retraite aujourd'hui. Quand il m'appelle, il dit, Iseline, j'ai tel problème de santé, j'ai besoin d'argent. Je ne lui pose même pas de questions. Je peux lui envoyer l'argent sans que ça ne me dérange. Et pour moi, c'est ça la liberté financière. De pouvoir redonner aux autres sans que ça crée des problèmes pour nous. De pouvoir vivre sans le stress financier et surtout, de se libérer du fardeau de travailler et avoir du temps libre pour pouvoir faire d'autres choses que de se préoccuper de travailler pour l'argent. Mais on te dira, Evelyne, toi, c'était plus facile il y a 25 ans. Aujourd'hui, le Canada est beaucoup plus difficile. Les règles ont changé. La compétition est plus grande. Il y a beaucoup d'immigrés. Les lois ont même changé. On ne peut plus acheter quand on est étudiant. Je ne sais pas si ça a changé, mais oui. Qu'est-ce que tu réponds aussi à ceux qui présentent ces excuses-là? Vous savez, si on ne veut pas passer à l'action, on peut trouver 1000 excuses. Moi, j'aurais pu trouver comme argument le fait que je suis maman et que j'ai des jeunes enfants. Et que moi, je me souviens quand j'ai eu mon premier enfant, je ne savais pas qu'un bébé, ça ne dormait pas la nuit. Donc, j'avais déjà fait mon plan d'affaires de maman, là, que je le couchais les soirs à 20h. Je travaillais sur ma thèse de doctorat. Je faisais ci. Mais je me suis rendu compte, oh là là, mon bébé, il ne dormait pas la nuit. Et il n'a pas fait une nuit complète avant l'âge de 2 ans. Donc, il fallait que je m'ajuste. Il fallait que je laisse tomber certaines choses, je m'adapte. Je ne me suis pas victimisée. J'ai fait de mon mieux pour y arriver. Moi, ce que je veux dire aux personnes qui trouvent des failles, il y a peut-être des failles, mais il y a aussi des opportunités. Aujourd'hui, le Canada accueille beaucoup plus d'immigrants qu'avant. Quand moi, je suis allée au Canada il y a 25 ans, l'immigration au Canada n'était pas très développée. Donc, il y avait quand même encore beaucoup d'hostilité envers les immigrants nouvellement arrivés. Il fallait se battre, faire sa place. Il fallait faire preuve d'intégrité pour être accepté dans les milieux d'emploi. Il
fallait vraiment se battre et donner plus que son 100% pour prouver qu'on était capable, pour que les gens nous donnent une chance. Donc aujourd'hui, le terrain a été bâti pour les nouveaux arrivants. Même s'il y a plus de défis, il y a quand même plus d'opportunités. Certains gouvernements accordent plus d'aide pour aider les entreprises immigrantes aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a 25 ans quand moi je suis arrivée au Canada. Donc oui, il y aura toujours d'autres barrières, mais il y a toujours aussi des opportunités. Et c'est d'être à l'affût de ces opportunités, développer son réseau social, s'intégrer et surtout, ne pas lâcher. Il ne faut pas lâcher un nom. Moi, je me rappelle certains de mes financements bancaires. Je me rappelle, il y a 3-4 ans, je voulais avoir un financement de 4 millions pour construire un édifice qui va servir de préscolaire. Et toutes les banques m'ont dit non. Tout le monde, les banques ont dit non, ton projet est trop risqué. Alors, je n'ai pas arrêté. J'avais une belle Tesla X à l'époque qui valait plus de 150 000 $. J'ai vendu ma voiture, j'ai pris l'argent, j'ai donné en dépôt au contracteur pour commencer le chantier en attendant que j'aille chercher d'autres sources de financement. Donc, il ne faut pas hésiter à sacrifier son confort si on veut réussir. Et en sacrifiant son confort et en mettant vraiment l'effort, on avance. On ne peut pas faire autant d'efforts et ne pas réussir. Moi, ce serait ma recommandation pour les gens. Bougez, sacrifiez-vous, donnez votre 100% et la réussite sera au rendez-vous.